Quand on arrive dans une ville qu'on ne connaît pas, la première chose qu'on cherche, c'est semblable. Les Colombiens ou les Péruviens ou quelqu'un qui parle la même langue. Et puis là, j'ai rencontré dans un bar qui s'appelait à l'époque El Parati. C'était dans le passage Malbison, en bas, au sud-sol. C'était un joli endroit pour faire la fête. Et puis, il y avait beaucoup de latinos. Et là, j'ai connu des gens qui m'ont aidé à trouver cette chambre. J'habitais avec deux autres filles qui étaient aussi des filles qui travaillaient, des filles au père. Donc elles faisaient garder des enfants ou faisaient le ménage, des choses comme ça. Et puis, j'arrivais ici le 19 septembre 1993. Et juste un mois après, j'ai rencontré ma femme dans le bus numéro 3. Oh, mais donc, il y avait quelque chose avec le 3 là. Le bus numéro 3, j'attendais le bus avec un copain. Et puis, je monte là où, pour la première porte. Il n'y avait personne dans le bus à part ma femme et une copine. Ma femme, elle travaillait à la pharmacie de la cité universitaire. Et puis j'ai dit à mon copain, c'est avec cette femme que je veux me marier. Et je suis parti, j'ai laissé mon amie, je suis parti vers elle et je lui ai dit, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu manges, où est-ce que tu habites, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu fais dans la vie, comment tu t'appelles. Je veux tout savoir de ta vie, donc c'est pas la peine, mais elle me faisait comprendre qu'elle parlait pas espagnol, qu'elle comprenait rien à ce que je disais. Et, voilà. Et en arrivant à la gare, elle m'a dit, moi je lui disais que j'allais l'inviter à boire un café. Et en arrivant à la gare, elle m'a dit, bueno, te voy a aceptar un café. Y dije, ¿pero hablas español? Y dijo, sí. O sea, que has estado escuchando todo lo que te dije y no me has hecho caso. Digo, sí, te voy a hacer caso, vamos a tomar un café. Alors, on a pris le café au Britannia Pub et puis depuis, voilà, ça fait quelques années que ça dure. Excellent. Belle histoire, belle rencontre. Voilà. D'accord. Et puis voilà, on a commencé à se fréquenter, et puis après il m'a présenté ses papas, sa maman, et voilà, et puis après on ne pouvait pas vivre ensemble parce que culturellement, quand toi, c'est des familles espagnoles très... Si son papa il a dit si tu sors d'ici, tu sors marié, tu ne vas pas sortir. Non. Donc on a décidé de se marier en Espagne. Et puis après on est revenu. On a habité la première studio qu'on a eu. C'était au cinéma Les Grottes. Il y a un nouveau immeuble qui s'appelle là. Oui. Voilà, Oui. C'était notre premier studio. Et après j'ai commencé donc là j'ai commencé à faire livre de pizza, passer l'aspirateur chez Dupont là à l'aéroport. Et puis un jour il y a une annonce qui est apparue dans le GHI qui disait on cherche des chauffeurs-livreurs mais en moto. Et c'était au mois de novembre, je crois. Chauffeur-livreur en moto. Je dis bon, d'accord, je vais me présenter. Alors, je me suis présenté. Et puis la dame qui s'appelle Delia Vadel et puis son associé Cédric Rico. Moi je ne comprenais pas du tout ce qu'elles m'ont dit parce que je dis oui. Tu dis oui. Et je ne comprenais pas la complication de mon travail, parce qu'il dit, bon, si c'est juste me balader en moto, je vais le faire. Mais simplement, c'était au mois de novembre, il commençait à faire froid. Et puis, ils m'ont dit que j'allais gagner tant de l'heure, que j'allais faire ci, que j'allais faire ça.
Et du coup, je me suis retrouvé à prendre des paquets chez un client pour l'amener chez un autre, chercher les rues. Maintenant, c'est trop facile, on a un téléphone GPS. portable, un GPS, et tu t'amènes partout. Mais à l'époque, c'était difficile. Il y avait un walkie-talkie. Alvaro va à l'aéroport, tu prends un passeport de quelqu'un, tu l'amènes à l'ambassade, je sais pas quoi. Ils vont te tamponner le passeport et puis tu l'amènes à nouveau à l'aéroport. Donc c'était très très compliqué pour quelqu'un qui ne comprend pas. Des fois, j'arrêtais les gens dans la rue, je disais, explique-moi qu'est-ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit à la radio? Et puis les gens ils m'expliquaient, il fallait chercher ces rues. À l'époque, il y avait des petites des plombs, mais comme une espèce de livre. Oui, oui. Voilà, on cherchait la page numéro 3 avec. Les rues par ordre alphabétique. Voilà, Oui, je me voilà. souviens, ouais. C'était pas évident à trouver, Oui. surtout en moto et en hiver. C'était une belle expérience. Et puis après, j'ai gagné la confiance de ces patrons et ils m'ont confié le plus gros client qu'ils avaient. Le plus gros client qu'ils avaient, c'était Rolex. Et Rolex, ils avaient une tournée mardi, mercredi, jeudi, partout. Ça veut dire, je partais. Je faisais de Léman, Courchavon, Courtetel, Biel, Bienne, Neuchâtel, le Locle, toute la région horlogère de Saint-Imier, tous ces petits villages où on trouve une maison où il y a un artisan qui monte un mouvement ou un autre qui a 3, 4, 5 postes de polissage. Vous alliez récupérer toutes Je devais récupérer toutes les commandes et donner des marchandises. Donc je récupérais, je donnais, je récupérais. Ça, je l'ai fait pendant 4 ans. Et là, c'est là où j'ai connu tout mon univers de sous-traitants qu'aujourd'hui, c'est des gens que je connais. Donc c'est là où il est né l'amour pour les montres, l'amour pour ce métier. Jusqu'à 15 jours, une personne m'a dit je vais ouvrir un atelier de sertissage au Sentier, donc à la Vallée des Joues. Et il m'a dit si tu veux, tu viens, je t'apprends le métier. Et j'ai donné le congé de mes patrons. C'est des gens adorables que je garde le contact, que j'apprécie beaucoup. Et puis j'ai donné un congé de ce travail et j'ai commencé à travailler là-haut. Mais quand je dis à ma femme que j'allais changer de travail, on habitait à la rue Jean Pitard. Et puis il y avait Kimberly qui était née déjà, la petite. Et puis il me dit c'est bien, mais ils vont te payer combien? Et il dit rien. Il dit t'es fou. T'es fou. Comment tu quittes un boulot pour aller rien gagner? Il dit écoute, j'ai pas demandé si elle allait me payer. Donc elle m'a dit t'es pas censé toi. Alors de toute façon j'avais déjà donné le congé puis je voulais apprendre un métier. Et j'ai dit à mon patron qu'il fallait me payer quelque chose. Il m'a dit alors que je t'apprends un métier, je ne vais rien te payer. Je vais te donner une aide pour le transport. Parce que j'ai pas quitté Genève, j'allais faire la Vallée des Joues tous les jours. Donc c'était 130 km par jour, aller-retour. On partait à 5h du matin et puis on revenait à 7h du soir. Et c'est là où j'ai découvert que j'avais des aptitudes manuelles pour ce métier qui est le sertissage. Et puis mon patron m'a dit écoute, le minimum que tu peux faire c'est 20 pièces par jour.
Mais si tu me fais plus de 20 pièces, celles-ci, je te les paye à part. C'est là où j'ai commencé à travailler à la tâche. C'était payé pour ce qu'on faisait, puis c'est encore, C'est le cas. c'est encore le cas, il y en a qui travaillent à la tâche, oui. Et puis au bout de 3 mois, je faisais mes 20 pièces, au bout de 6 mois, je faisais le double, et au bout de 9 mois, je faisais beaucoup de travail. Et j'ai gagné un salaire très convenable, un très bon salaire la première année, et après ça a monté. Et j'ai découvert que j'étais très doué pour ce métier. Et c'est comme ça que vous êtes devenu le grand spécialiste du sertissage de cadran. Là-bas, j'ai appris une technique. Parce que au bout de 3 ans de travailler là-haut, j'ai dit à mon patron que j'allais rentrer à Genève apprendre des autres techniques et aussi m'approcher un peu de ma famille parce que tous les jours c'était un peu loin. Mais il m'a dit non, tu peux pas me lâcher comme ça, il va falloir plus de personnel pour te remplacer, c'est pas possible. Par contre, tu peux aller travailler chez mes associés à Genève, donc c'est là où je suis trouvé. À la place Mollard, il y a plein de petits ateliers où on fait, chacun a ses spécialités ou ses spécificités de tout type de sertissage dans la joaillerie, dans la sertissage des cadrans, sertissage des boîtes, sertissage des bracelets. Donc, chaque spécialité, les gens ils le dominent. Mais c'est très difficile d'enlever ou de quelqu'un qui t'apprenne à faire son spécialité, parce que ça se transmet de père en fils, on ne donne pas ce métier à n'importe qui. Et donc c'est un cercle très fermé. Déjà à l'époque, moi ça m'a coûté de me faire des amis pour qu'ils t'apprennent. Des amis de bar, il y en a plein, mais personne ne te dit bien. Dans mon atelier, je t'apprends 2-3 techniques pour que tu gagnes plus, pour que tu domines mieux, des choses comme ça. Et mon cas, c'était d'apprendre, faire un peu tous les corps de ce métier. Là, j'ai travaillé dans ces ateliers un petit peu, à droite, à gauche. Après, j'ai trouvé un travail chez Piaget. Et puis, jusqu'en 2002-2003, qu'il y a eu une des premières crises de ce monde horloger que je connais. Et puis, j'étais licencié. Et c'est là que je me suis mis à mon compte. Le métier de sertissage. Le métier de sertissage, et puis avoir mes propres clients. Mais ça prend du temps. Et là, vous avez amené une autre façon de travailler. Donc là, il n'y a pas de badge. C'est une équipe, hein, comme vous le disiez. On travaille en équipe. Chacun travaille, disons, au service d'une passion. C'est ce qui fait. Moi, je ne savais pas que ça allait prendre. Moi, l'intention, c'était de travailler avec mon établi et puis avoir 2-3 clients et puis vivre de ça. Mais je n'ai pas pensé que ça allait prendre cette ampleur parce que 2004, 2005, 2006, c'était très intéressant. Il y avait des boulots et puis je travaillais pour Stern Création et puis c'est de là où viennent mes spécialités dans les cadrans parce que on a travaillé des années magnifiques pour cette boîte. C'était un de mes principaux clients. Et c'était trop bien. Après, quand j'ai quitté Piaget, ils m'ont donné la main. Ils m'ont dit, voilà, ils m'ont confié les pièces. Et puis, j'ai travaillé avec eux aussi très bien. Mais tout d'abord, je me suis installé à la rue Kléber 25. Là, j'ai acheté une petite arcade et j'ai pensé faire. Au départ, l'idée c'était de faire vente des bijoux et faire mon travail à côté. Parce que quand on se lance, on n'a pas vraiment une visibilité de ce qu'on aimerait faire. Et si j'aurais
rêvé d'avoir ça comme il est. Je ne sais pas comment j'aurais pu. Vous avez combien d'établis ici maintenant? On est une quinzaine de postes. Une quinzaine de postes. Donc vous avez créé des postes de travail. Oui. D'accord. Oui, avec quand on avait besoin d'une personne, on la faisait venir ou on appelle. Mais la plupart des gens qui travaillent avec moi, c'est moi qui les ai formés. Parce que comme j'ai tellement souffert d'apprendre mon métier, tous ceux qui ont envie d'apprendre le métier, ici, ils sont une place, les bienvenus. Donc je ne veux pas partir de ce monde avec mon savoir-faire dans mes mains, je vais le laisser pour les gens qui veulent apprécier ce magnifique... Et après ce très beau parcours, est-ce que vous avez peur de la crise? Aujourd'hui, on est en 2016, on parle de la crise horlogère. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous avez peur? Non. Ça nous oblige à être mieux préparés, à créer des autres entrées d'argent parce qu'il faut continuer à payer tout ce qu'il faut payer. Ça nous oblige à être beaucoup plus performants, moins cher, plus vite, réactifs. Donc la crise, elle est juste d'argent, je pense, des banques, des choses comme ça, mais il ne faut pas être une crise d'imagination, il faut toujours créer des choses. Donc, après ce très beau parcours que vous nous avez raconté, si vous deviez donner aujourd'hui des conseils à des jeunes qui viennent, et parce qu'on parle beaucoup maintenant de réfugiés qui viennent et tout, finalement, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil par rapport à tout votre vécu? C'est quoi qui finalement nous permet de réussir dans un environnement nouveau? Je vais te raconter une petite histoire. J'adore les histoires. J'ai travaillé pour un patron et j'avais déjà l'idée de créer ça. Et puis je lui ai dit à mon patron, écoutez, je vais partir. Alors il m'a dit, non, accompagne-moi au moins jusqu'à... Ça c'était au mois de septembre. Accompagne jusqu'à moi au SIHH, en janvier. Ok, je travaille. Et le jour, j'ai tenu parole, j'ai dit, voilà, maintenant, j'aimerais partir. Je veux partir. Elle m'a dit, non, accompagne-moi jusqu'à la phare de Bâle. J'ai accompagné, je travaillais, et puis... Et je dis, maintenant, il faut que je parte. Alors il m'a fait monter de son bureau, il m'a dit, bon, tu veux quoi? Tu veux plus d'argent? Tu veux mes pantalons? Tu veux ma couleur? Tu veux quoi en fait? Non, vous voulez quoi en fait? Pourquoi vous partez? Vous n'êtes pas bien là? Vous voulez plus d'argent? Il dit, non, c'est pas une question d'argent, c'est une question de rêve. Alors il dit, bon, il faut aller au bout de ses rêves. Dans ton atelier, est-ce que tu peux me faire ces pièces? Il dit, je peux te faire mon atelier. Donc il s'agissait de réaliser son rêve, réaliser mais son aussi rêve. d'être libre. Réaliser son rêve, c'est être libre. Et le conseil que je peux donner à tous ceux qui sont un rêve, qui sont une idée, ne l'abandonne jamais. Et il ne faut jamais laisser personne te dire que c'est impossible et qu'on ne peut pas. Et que non, parce qu'il faut aller au bout de ses rêves. Moi, j'adore cette histoire parce que il faut le chercher, il faut jamais abandonner ses rêves parce que si on est là pour rêver. Donc il faut des rêves et de la passion. Il faut peut-être plus que ça. Il faut être passionné, il faut tous les jours se lever avec l'envie de faire des choses, de créer des choses, peut-être la passion, mais être positif tous les jours. Parce que si on regarde le temps, il pleut, ou il neige, ou il fait froid, ou il fait trop chaud,
Et puis on doit remercier la vie d'avoir ça. Pas se plaindre de ça. Au contraire, remercier pour qu'il y a ça.